nous n'avons rien vu venir. Le robot Mathilda n'est qu'une machine, mais ce jour-là, c'est elle qui dirige le recrutement d'un être humain en analysant la plus infime de ses émotions. Bonjour Steven, vous allez bien? Cet entretien ne sera pas long. Commençons. Acceptez-vous les règles sans vous plaindre et sans les contourner? Pour une grande part, oui. Dans la vente, c'est la jungle. Considérez-vous vos collègues comme vos concurrents, dans un monde en compétition? Non. Acceptez-vous d'être critiqué et admettez-vous vos faiblesses? Oui. Le succès et la réussite sont-ils votre but ultime? Je ne sais pas. Croyez-vous qu'il y ait de la place pour tous? Oui. Voici la dernière question. Acceptez-vous les critiques de votre patron, sans hésiter à donner votre point de vue? Oui. Merci pour votre temps. Je suis embauché? Les robots quittent l'univers des usines, dans lequel ils étaient jusqu'ici cantonnés. Sans crier gare, une quatrième révolution industrielle a déjà commencé. Elle met au travail toutes sortes de machines, toujours plus efficaces, intelligentes, autonomes. Performance, productivité, flexibilité, partout les salariés doivent impérativement s'adapter à la logique du numérique. Malgré cette course effrénée pour tenter de suivre le rythme, l'humain s'essouffle. Après plus de 20 ans de réformes vaines et de chômage de masse, le monde du plein emploi appartient au passé, balayé par la révolution technologique en cours. Quel monde émergera bientôt, au paroxysme d'une mutation sans précédent ? J'aime assister mes collègues et mes clients pour plus de productivité et je me réjouis de travailler avec vous. L'invitation est plutôt séduisante. Mais en s'imposant partout, le numérique provoque aussi une fracture sociale, laissant hors course de nombreux demandeurs d'emploi. Pour l'actualisation, donc il faut aller sur pôle emploi.fr. Là, l'activité que vous avez actuellement, elle a commencé quand? Ça fait 18 ans que je suis dans la maison. Alors. Vous avez toujours travaillé pour eux? Tout le temps, depuis 18 ans, j'ai toujours été là-dedans. Alors, À part des années, des hivers que j'étais au chômage. pour votre recherche d'emploi, est-ce que vous estimez avoir besoin d'une aide pour tout ce qui est outils informatiques? Ah bah oui, c'est bon. Là, je connais rien. Oui, créer et modifier une lettre de motivation, un CV, On peut faire ça. vous ne savez pas faire, d'accord. Donc, tout ce qui est informatique, c'est... Zéro. D'accord. C'est compliqué. Ok. Donc, si Alors jamais... ça, c'est quoi ça? C'est une adresse mail. Alors, c'est pour contacter des gens directement sur ordinateur. Donc, vous envisagez de vous former en tant que préparateur de commandes? Oui. En fait, il faut que vous soyez visible. Si vous n'êtes pas visible, on ne viendra pas vous chercher. D'accord. D'accord. Donc, Emploi Store, c'est très ludique. C'est très facile d'utilisation. D'accord. Ça marche sur ordinateur, tablette, smartphone. C'est gratuit. D'accord. Là, c'est ce qu'on appelle un e-learning. C'est un cours en ligne. D'accord. Donc 35-40 minutes chez vous. Prêt. Un autre outil, c'est Bob Emploi. C'est du coaching. Vous cliquez dessus. On est toujours pareil. Hein. Vous cliquez, c'est pas compliqué. Vous cliquez. Donc j'ai un entretien. Hop, simulateur d'entretien. On est allé sur information sur le marché du travail. Et ici, les informations sur l'Emploi Store. Donc ça, c'est pour moi. Pôle emploi ne peut pas évoluer en dehors de l'évolution de la société. Donc c'est une adaptation perpétuelle et permanente de tout notre environnement. Oui, l'appareil
ici, là. Vous cliquez une fois dessus et vous validez. Les priorités, c'est bien de rendre le digital accessible à l'ensemble de nos interlocuteurs, quels qu'ils soient. Que ce soit des entreprises, que ce soit des chercheurs de demandeurs d'emploi, il faut rendre le digital accessible. Mais l'homme a une grosse capacité à s'adapter, donc il s'adaptera. S'adapter, oui, mais à quoi exactement? La réponse se trouve peut-être en Californie, au sud de San Francisco. Plus exactement, dans la Silicon Valley. C'est là que se trouve l'épicentre de la révolution numérique. Ici, l'emploi est déjà en train de devenir un marché mondialisé, sous contrôle d'entreprises privées. Les gens continuent à avoir des contrats de travail qui sont des vestiges du début du XXe siècle, alors qu'on est dans un monde qui va beaucoup plus vite, où ce sont pour beaucoup des métiers de la connaissance qui peuvent être faits de n'importe où, et où en fait très souvent, l'endroit où se trouvent les demandeurs d'emploi et l'endroit où se trouvent les jobs, les emplois en question, sont pas nécessairement alignés. Et donc nous, on connecte des sociétés, essentiellement des PME, avec des freelances à travers le monde. Nous sommes la plus grosse place de marché pour le travail en freelance. Sur la plateforme, vous pouvez trouver des comptables, vous pouvez trouver des juristes, donc un avocat en Allemagne, un avocat en Chine, et tout autre métier qui peut être fait à distance, en fait. Quelqu'un va venir vous chercher. Ok, merci beaucoup. Juste un instant. Oui. Je suis l'hôtesse d'accueil virtuelle. Je suis à environ, disons, 3800 km de vous. Je me trouve dans mon bureau, chez moi, à Chicago, et pas dans les locaux du siège de Upwork. And so Faith is currently watching both this office as well as we have another office in San Francisco. And so from her standpoint, she sees two screens and she's greeting our visitors on one office or the other, depending on when people show up. Chaque point qui s'allume, c'est une facture. C'est un freelance qui dit « j'ai fini telle partie de la mission et vous, le client, vous me devez tant ». Et nous, derrière, on prend à peu près 10% des transactions. Sur le site, à n'importe quel moment, il y a à peu près 100 000 jobs qui sont disponibles et il y a à peu près le même nombre de freelances qui sont en train de rechercher une activité. Et ça demande énormément de données. Donc en fait, une grosse partie de notre activité, c'est de la collecte de données, de l'analyse de données et des modèles prédictifs, donc de l'intelligence artificielle, pour essayer de faire finalement le métier que historiquement un recruteur aurait fait, mais le faire à très très grande échelle et en temps réel. Donc sur notre plateforme se réalise à peu près $1 milliard par an. Pour vous donner une idée, le marché du travail indépendant aux États-Unis, c'est à peu près $1 trillion. Donc on a à peu près 0,1% du marché, ce qui veut dire qu'il y a a priori encore quelques marges de croissance pour nous. Sans nous en rendre compte, nous avons basculé dans le monde numérique. Petit à petit, les machines sont entrées dans nos vies, au travail, dans nos loisirs, partout. Certes, elles nous rendent service, mais avec elles, nous faisons nous-mêmes le travail, gratuitement. Et nous participons à cette nouvelle économie en oubliant au passage tous les emplois supprimés dans de nombreux secteurs d'activité. De Pôle emploi à la Poste, le malaise est général. Plus de 3000 bureaux de poste sont menacés de fermeture et les services de proximité risquent bientôt d'appartenir au passé. Cette poste ne fermera pas. Là-dessus, il faut être clair. Tout d'abord, on veut apporter toute notre solidarité au personnel de la Poste parce qu'on sait combien la situation est très difficile pour eux. Donc il faut se battre pour garder un service public. C'est fait pour ça, c'est pas fait pour être rentable, c'est pas fait pour avoir de l'argent. Voilà. Ça veut dire aussi qu'on ne doit pas accepter le transfert des services de la Poste dans les supermarchés. Tout le monde ne s'est pas mis au numérique. On a toujours besoin d'un service postal de proximité.
Ah ben la poste se robotise. Alors, c'est pas des robots sur roulette, etc., mais on a affaire à des machines avec des gens qui font beaucoup de pédagogie, qui nous expliquent comment fonctionnent les machines, parce que c'est pas toujours lisible et évident. La demande qui est faite visiblement aux employés de la poste, c'est d'orienter les usagers vers les machines, plus vers les humains, plus vers les guichets. Les machines sachant mieux faire sans doute que les humains. On pourrait avoir un guichet ouvert 24 heures sur 24. C'est peut-être l'avenir d'ailleurs. Plus d'humains, des machines. Et comme on trouve des distributeurs de nourriture, des distributeurs de médicaments, ben voilà, l'avenir est aux machines visiblement. Ça m'agace prodigieusement bien sûr. Tu fais de la correction toujours? Bon, super. Je me mets ça là et puis on se parlera. Bonjour. Une vie plus simple à échelle humaine, c'est ce qu'Hélène recherchait en choisissant de s'installer dans le sud-ouest. Elle a quitté Paris pour devenir travailleuse indépendante. Je travaille depuis 30 ans. J'ai été salariée pendant 14 ans, je pense, dans ma vie professionnelle. Puis je suis devenue déléguée du personnel, particulièrement à partir du tournant des années 2000. Je me suis rendu compte que l'entreprise devenait une machine à broyer les êtres humains. On donne à comprendre aux salariés qu'ils sont interchangeables et que si ça leur disconvient, s'ils ne sont pas contents de ce qui se passe, ils peuvent aller voir ailleurs. Donc il y a une espèce de chantage constant et les gens sont sommés de s'adapter aux nouvelles demandes. Sauf que nous ne sommes pas mécanisés, nous. Il y a un moment où on sera de toute façon limité. On ne pourra pas aller au-delà de ce dont on est capable. Évidemment, face à la machine, là, on ne fait pas le poids. C'est une évidence pour moi. Le chat, tu me perturbes, le chat. Que veut-on faire de cette société du tout robotisée? Si on en fait une société bienveillante pour les êtres humains, parfait. Malheureusement, je me demande si c'est ce vers quoi cela tend. Moi, quand je suis rentrée là-bas, je me suis dit, c'est bon, j'ai la sécurité de l'emploi. Et j'ai vite déchanté. J'ai vite déchanté, ouais. J'y suis restée 8 ans. Ce qui s'est passé, c'est que le métier, il s'est dégradé, quoi. Il nous demandait beaucoup plus de rendement. On s'en fout si vous n'avez pas mangé. On s'en fout si vous êtes malade. Vous avancez et vous vous taisez, quoi. Moi, je l'ai ressenti comme ça. C'est ce que j'ai mal vécu à la poste, qu'on ne respecte pas, qu'on soit un peu des robots, là. Vous faites ça, vous taisez, vous avancez, quoi. L'ordinateur, de toute façon, il a dit que dans tant de temps, tu pouvais le faire, donc tu le fais. Et puis, il nous répétait tout le temps qu'il y avait baisse de trafic, qu'il n'y avait plus de courrier. Au bout de 8 ans, ce qui s'est passé, c'est que mon corps, il m'a dit stop. Et on est tous dans le même état, mais moi, j'ai juste pris conscience que je pouvais plus vivre comme ça. Et en fait, en 15 jours, la rupture conventionnelle a été signée et je suis partie 1 mois après. Où là, tout a changé parce que j'avais plus de pression, j'étais plus malade. J'étais libérée, quoi. Et dans mon nouveau travail, je suis plus en relation avec les gens. Je suis relaxologue. Moi, ce que je cherche dans ma reconversion, c'est que j'y sois bien. Que ça soit respectueux. On ne supporte plus l'emploi. C'est-à-dire qu'on ne supporte plus ce type d'emploi caractéristique des sociétés industrielles, des sociétés bureaucratisées. D'un côté, on ne veut pas perdre son emploi. D'un autre côté, on est angoissé à l'idée d'avoir cet emploi que pourtant on ne veut pas perdre. Donc on est pris en étau au milieu d'une double angoisse paradoxale dont on ne peut pas sortir, en quelque sorte. Et la seule manière d'en sortir, c'est de se débarrasser de l'emploi lui-même. Il y a quelques années, Jérôme Chouin a décidé lui aussi de rompre avec sa vie de salarié, lassé de contribuer à ce qu'on appelle pudiquement les interfaces homme-machine.
Petite vie bien rangée pendant pas mal d'années, ouais. À faire du logiciel pour l'industrie, en l'occurrence longtemps pour l'industrie postale, le tri-postal plus exactement. Ce que je trouve pas dommage sur le fond. C'était pas forcément toujours un travail très enrichissant peut-être, de passer des heures debout devant des casiers, à prendre des tas de courriers et puis à les mettre dans des petites cases pour faire du tri. Tâches très répétitives, qui font partie de ce genre de tâches qui sont les premières cibles de l'automatisation en général. Donc effectivement, mon travail participait à tout cela. On ne se dit pas en travaillant, je mets des gens au chômage. C'est quand on prend un peu de recul, quand on vieillit un peu, on se dit, bon, si on pense à ce sujet-là, on dit, oui, effectivement, moi, j'ai fait partie de la chaîne de ce qui, forcément, enlève un peu de travail manuel. Ce qui, pour moi, est plutôt une bonne chose, mais ça dépend ce qu'on fait derrière. Ça dépend quel est l'objectif. Or, il s'avère qu'effectivement, dans une société telle qu'elle est câblée aujourd'hui, prendre le travail d'humain, c'est pas les libérer, c'est les mettre dans la précarité. Donc moi, je suis pour l'automatisation, mais je suis pour qu'on change le système qui englobe tout ça, parce qu'il me semble que c'est juste pas possible de continuer comme ça, vu que ça va être de plus en plus et de façon très massive. Donc oui à l'automatisation, mais si elle libère, pas si elle met les gens dans le caniveau, quoi. Et pourtant, l'avenir semble bien appartenir aux machines. En France, comme partout dans le monde, des chercheurs donnent vie à des robots de plus en plus performants. Un robot est une machine dont les mouvements sont commandés par un ordinateur. Alors, ces machines-là, elles peuvent bien sûr faire des mouvements répétitifs, mais elles peuvent aussi s'adapter à l'environnement. Nous travaillons par exemple en relation avec Airbus, qui s'intéresse à avoir une machine qui puisse rentrer dans les opérations d'assemblage des carlingues d'avions. Des choses totalement pratiques qui ne sont pas du tout du domaine de Terminator, mais par exemple un robot capable de percer ou de visser dans un certain nombre de contextes limités, mais qui pourrait être pertinent pour une entreprise. Là, le robot HRP2 a 30 moteurs, nous, on a 600 muscles pour faire un mouvement. L'humain est une extraordinaire machine du point de vue de sa biomécanique. Donc nous, on sait faire. Les robots commencent à savoir faire. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que les emplois qui étaient peu qualifiés pour des tâches pénibles et répétitives se transfèrent dans des tâches de, si je reprends simplement le secteur de la robotique, dans des tâches qui vont être de programmation de robots, de maintenance des robots, donc des tâches qui vont être beaucoup plus qualifiées, qui vont être plus près du secteur des services, et vous avez une espèce de vase communicant qui est en train de se créer entre la disparition d'emplois industriels au profit d'emplois de services. Ça en crée dans les entreprises qui font de la robotique, mais généralement les emplois qui sont créés sont des emplois qui sont plus qualifiés que ceux qui sont perdus dans les unités de production. Il faut imaginer les ateliers du futur où vous avez les hommes et les robots qui travaillent. Les hommes vont plutôt faire les tâches nobles, les tâches importantes, et les robots vont aider et faciliter la tâche de l'homme. Et puis vous avez l'autre grande application, l'autre grand champ d'application, qui est celui du robot assistant. Le robot assistant aux personnes dépendantes, aux personnes âgées, qui peut réaliser un certain nombre de tâches domestiques et les aider à mener leur vie dignement. Salut. Ça y est. Voilà, à droite un peu plus. Encore expérimental, ce système audiovisuel mobile est entré tout récemment dans la vie de Pierrette.
Avance, avance. Bon, allez, hop, foutu. À gauche toute. Un chouïa à gauche. Stop. J'entends comme un bruit de scrunch. Brigitte m'a écrit. Eh bien, je savais les mérovingiens qui se tapaient dessus, qui s'assassinaient entre frères. Sam, il est arrivé dans un carton ici. Il s'appelle Sam. Ah, mais c'est une présence, c'est un compagnon. J'aime bien lui parler, puisque derrière, il y a des gens que j'aime. Ça nous apporte un plus, en bien et en mal. Mais bon, ne regardons que le bien. Je lève la tête parfois, je dis, mais tiens, Sam, il n'a pas bougé aujourd'hui. Je dis, il est malade ou quoi? Voilà. Bye, 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 bon courage. La bise à Christine. L'utilisation des technologies, quand elles visent à améliorer la vie des gens, elle est clairement souhaitée. De toute façon, les robots seront acceptés par la société s'ils apportent une valeur. Voilà, une valeur du bien vivre, une valeur aussi sur la solidarité entre générations et une valeur de création de richesse pour l'ensemble de la société. On donne à croire que tout cela est naturel et que c'est dans la juste marche des choses et dans la juste marche du progrès. Ok, quand on n'aura plus de boulot, qu'est-ce qu'on va faire? C'est une vraie question. Les conséquences que je vois, moi, c'est qu'on va aller très très vite dans un monde écartelé entre les productifs et les improductifs. Les esclaves qui vont remplir les machines, faire du câblage électronique en usine pour fabriquer des robots, les ingénieurs qui vont concevoir ce que ces personnes peu qualifiées ou un peu qualifiées fabriqueront. Entre les deux, la classe moyenne disparaît. On n'a plus besoin d'elle. Qu'est-ce qu'on fait des gens de la classe moyenne? Je sais pas. En tout cas, ce qui est évident, c'est que l'automatisation conduit à un énorme paradoxe. À savoir que le modèle qui était le modèle qui s'est formé au XXe siècle, qui est que les producteurs deviennent aussi des consommateurs qui ont un pouvoir d'achat et qu'à travers leur pouvoir d'achat, ils peuvent donc faire fonctionner le cycle de la consommation, eh bien ça, avec l'automatisation, ça ne marche plus. Parce que d'où vont trouver l'argent les gens qui ne vont plus dans les usines? L'économie locale résiste comme elle peut, mais perd chaque jour du terrain. Les centres-villes se désertifient au profit des centres commerciaux. Parce que c'est pratique, parce que c'est moins cher, nous devenons les complices d'une logique qui met à mal l'emploi, localement. Le capitalisme tel qu'il existe chez nous, dans les pays occidentaux, il s'est transformé en partie en un capitalisme de flux. Il y a toute une partie des biens qui circulent et qui sont vendus, qui sont produits dans des lieux très lointains. Et pour ça, on a besoin d'une logistique performante pour les acheminer à proximité de leur lieu de vente, au moindre coût possible. Et aujourd'hui, partout sur le territoire français, on retrouve des espaces qui sont consacrés, qui sont dédiés à cette tâche qui consiste à gérer les flux. Là, on arrive dans la zone où il y a des entrepôts partout. Dans ces entrepôts aux quatre coins du territoire, le secteur de la logistique emploie 700 000 salariés, surtout des ouvriers, pour manutentionner et reconditionner les produits de la grande distribution. Ici aussi, la technologie est à l'œuvre. Hommes et machines apprennent à travailler ensemble. On est en train de passer à une nouvelle ère, la cobotique. C'est des bonnes petites bestioles, ça. Aujourd'hui, il n'y a pas de cage autour de ce robot. La cobotique, c'est pouvoir faire travailler des installations robotiques avec des hommes.
C'est une révolution dans le sens où ça nous permet de faire des petites applications de manipulation et de conserver en fait un environnement où vous avez des équipiers qui travaillent en toute sécurité. C'est ce qui rend les robots collaboratifs. C'est vrai que les robots, quand on a eu les formations au début, c'était un nouveau monde, un peu d'appréhension forcément. Mais c'est vrai que là, lui, il nous empêche de faire des gestes répétitifs au quotidien. Avant les robots, c'était des personnes. Et au bout de 7 heures, plus d'épaules, plus de bras. On était 8 sur la ligne, maintenant on est 4. Nous, notre objectif, c'est de 2016 à 2018, avoir 50 robots de ce type sur nos installations. L'impératif, réduire encore les coûts, y compris ceux de l'inventaire des milliers de mètres cubes de l'entrepôt. Juste devant, tu vois, t'as le petit capteur là, donc le capteur il filme. Donc, tout ce que voit le drone, tu le vois sur le retour tablette. Et c'est là-dessus que t'as effectivement le capteur qui va scanner les palettes en fait. C'est bon, tu veux essayer? Oui, je veux bien. Vas-y. Merci. Tu peux faire monter un petit peu là? Voilà, super. Là, si tu as une allée de palettes comme ça, hyper bien alignée avec les disquettes tout au même endroit, ouais. il peut te le faire à 20 km à l'heure, il va réussir à choper tous les codes barres. Quoi. Au départ, on a imaginé que le drone, on le poserait au niveau de l'allée, on partirait, il ferait l'inventaire de l'ensemble de l'entrepôt tout seul la nuit. Quoi. Voilà. Il y a un problème de coût, un problème de R&D, mais on sait qu'on va y arriver. Quoi. Donc à mon avis, d'ici 1 ou 2 ans, on sera capable de proposer des solutions avec de la géolocalisation, donc avec un drone qui se déplacera tout seul dans un entrepôt. L'idée demain, c'est de s'affranchir complètement de l'intervention humaine pour que l'opération soit complètement automatisée. Donc en fait, celui-là, c'était le point de passage prise 15 par 1. Donc c'est celui-ci qu'il faut supprimer et le remplacer par le point de prise 15-2. Oui. 456. Voilà. On va accélérer un petit peu le mouvement. Les jeunes générations, ils sont nés avec ça, donc ça va forcément les intéresser. Donc nous, on est partenaires avec certaines écoles pour venir leur proposer des stages. Il faut qu'ils aient la perception de ce que sera le travail de demain. Aujourd'hui, l'informatique a été une première révolution dans la logistique. La robotisation et l'automatisation, c'est la deuxième. Et on y est. Jusqu'où faudra-t-il s'adapter au nom de la productivité? Et demain, quel sort sera réservé aux 6 millions d'ouvriers encore employés en France? L'humain, c'est devenu une variable, appelons-la variable d'ajustement, une variable parmi d'autres. Il y a une sorte de mise à plat entre les différents facteurs qui nous permettent d'acquérir du capital. Et l'humain, c'est devenu un facteur parmi d'autres. Un facteur toujours moins important, finalement, parce que les machines, devenant toujours plus prépondérantes dans le système de production du capital, l'humain, finalement, finit même, je dirais, à contrario, par être perçu comme le grain de sable qui fait que le système pourrait dysfonctionner. Et le processus de déshumanisation s'accélère dans les entrepôts dernier cri de la grande distribution. Prise au piège d'une compétition acharnée pour s'accaparer plus de parts de marché, elle semble condamnée à s'automatiser toujours plus. Si l'humain travaille encore ici, son rôle se réduit presque uniquement à la maintenance et à la surveillance d'une gigantesque machinerie. Nous sommes sur un des outils les plus modernes de France, voire d'Europe. Ce type d'installation correspond vraisemblablement à la manutention du futur, puisque l'homme maintenant ne porte plus, ou quasiment plus, et en fait, maintenant, l'homme conduit la machine qui porte pour lui. En France, 1 salarié sur 5 est encore ouvrier. De plus en plus précarisée, la classe ouvrière est devenue invisible, effacée par la propagande high-tech d'usines sans ouvriers.
L'image du flux, l'image de la fluidité, l'image du e-commerce, l'image du numérique, c'est une image qui est plutôt valorisante. Donc, comme tout le reste du capitalisme, la logistique, elle présente plutôt son aspect moderne. Et les nouvelles technologies, le progrès technique, l'entrepôt automatisé, c'est aussi une nouvelle manière de se valoriser. C'est-à-dire qu'on nous parle d'une automatisation très lointaine et on observe le futur sans regarder ce qui existe dans le présent. Ça, c'est quelque chose de très fort avec l'idéologie qui tourne autour des nouvelles technologies, c'est de regarder toujours en avant dans le futur et de faire oublier des choses qui existent concrètement aujourd'hui dans le présent. Et pour comprendre ce qui s'annonce, il faut retraverser l'Atlantique. Ladies and gentlemen, welcome to Pittsburgh, where it is currently 2:30 p.m. En valorisant à tout prix le numérique, on passe d'une économie à une autre, comme ici, à Pittsburgh, ancien fleuron de la sidérurgie américaine. Sinistrée à la fin des années 80, la ville a su se relever en investissant massivement dans le créneau high-tech. Et l'université Carnegie Mellon est devenue l'un des principaux centres de recherche en intelligence artificielle et en robotique. Le pionnier de la robotique à Carnegie Mellon, c'est William Whitaker. Il est la mémoire vivante de l'université depuis 40 ans. Et l'un des premiers à avoir compris que ses recherches sur les machines autonomes pourraient intéresser de nombreux investisseurs. C'est le cœur de notre recherche fondamentale, là où des centaines de robots ont vu le jour depuis de nombreuses années. Nous avons conçu ici le tout premier télémètre laser à balayage, le premier scanner à 2 axes et une grande partie des capteurs aujourd'hui communs à tous les robots. Certaines grandes innovations ont été développées avec des partenaires. On a conçu des machines de construction et des robots pour les mines avec Caterpillar, des machines agricoles avec John Deere. Rien que dans ce seul institut, le montant investi dans la recherche fondamentale au fil des années dépasse de loin le $1 milliard. L'argent est l'un des moteurs qui stimule la robotique. Cette récompense, on l'a remportée lors de la plus prestigieuse course de voitures autonomes, avec en prime un chèque de $2 millions. You look in there, you see no driver. That's always kind of disconcerting and thrilling. Picture perfect. From what I can tell, picture perfect. Et la vraie récompense arrive après, parce que c'est là que la technologie va avoir un impact au niveau mondial, qu'elle sera peaufinée, puis injectée dans l'industrie automobile pour donner ce qu'on peut voir aujourd'hui. Cela va révolutionner le transport à jamais. C'est une invention des chercheurs de Carnegie Mellon, l'une des premières voitures 100% autonomes mises au point avec le constructeur General Motors. Expérimentale, elle roule déjà dans les rues de Pittsburgh et sa commercialisation n'attend plus qu'un cadre légal. Dans les coulisses du marché automobile mondial, une guerre commerciale a déjà commencé. Quand les véhicules sont capables de se conduire tout seuls, cela représente une vraie révolution. Les entreprises high-tech de la Silicon Valley sont en passe de bousculer les industries existantes. Google, Uber et peut-être même Apple cherchent à rentrer dans la course et à s'emparer de ce marché très lucratif. Mais les constructeurs automobiles ne se laisseront pas faire sans se battre. Il y a beaucoup d'argent en jeu. On estime que ce marché pourrait rapporter entre 200 et 250 milliards de dollars par an d'ici 20 à 25 ans. Avec les véhicules autonomes, quelles seront les conséquences pour ceux dont le métier est de conduire? Perdront-ils leur emploi ou pas? Ce sont des questions économiques très importantes.
Ce symbole discret qui se multiplie sur les pare-brises autour de la planète, c'est celui de Uber, première application de mise en relation entre des chauffeurs privés et leurs clients. Il y a moins de 10 ans, Uber inventait un nouveau modèle entièrement basé sur le numérique. Mais ce n'était qu'un début. Depuis l'été 2016, de bien étranges véhicules bardés de capteurs sont apparus dans les rues de Pittsburgh. C'est ici que Uber a choisi d'expérimenter ses voitures sans chauffeur. Derrière le volant, des ingénieurs surveillent encore, mais à l'arrière, les clients payent déjà leurs courses. Ce point de rupture, cette disruption, pourrait bien déstabiliser encore plus le secteur des taxis partout dans le monde. D'autres mains pourraient bientôt, elles aussi, quitter définitivement le volant, celle des chauffeurs routiers. Au printemps 2016, plusieurs convois de camions autonomes ont convergé vers le port de Rotterdam en Hollande, parcourant plusieurs centaines de kilomètres, sans chauffeur et dans la plus grande discrétion. Même au cœur de la première économie mondiale, l'inquiétude grandit. J'adore travailler. C'est ce qui m'a fait venir dans ce pays. Je travaille pour Uber à temps partiel et comme chauffeur routier à temps plein. J'ai besoin de plusieurs emplois pour faire vivre ma famille. L'un des premiers boulots que j'ai eu dans ce pays, c'était dans une usine. Mais l'automatisation des machines a commencé à faire du tort aux gens comme moi, ceux qui bossent dur. Alors je suis devenu routier. Mais j'ai peur, depuis que j'ai entendu parler de tous ces camions automatisés qu'on est en train de tester partout, et surtout ici, aux États-Unis. Bien sûr, ça me fait très peur. Et la voiture autonome sera bientôt là. Uber est déjà en train de la tester. Donc c'est pour bientôt. Et du coup, on n'aura plus besoin de moi. De l'autre côté, la flèche vers le haut. Merci, monsieur. Les machines sont partout. Ce type-là, il va sans doute bientôt perdre son emploi, lui aussi. C'est comme une maladie qui se propage. Et je ne sais plus quoi faire. J'espère que les dirigeants du monde vont agir pour arrêter tout ça. Maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. À Pittsburgh, le désarroi l'emporte aussi du côté de ceux qui subissent ce nouveau monde, sans pouvoir s'y insérer. Oui, il y a beaucoup de gens dans ce pays qui, comme moi, sont laissés pour compte. Surtout dans les petites villes, les zones rurales et les quartiers défavorisés des centres-villes, où l'accès à l'éducation n'est pas terrible. Alors on est obligé de faire avec des compétences de base pour des petits salaires. L'intelligence artificielle peut offrir énormément d'avantages, mais il y a aussi mille et une façons de tout gâcher si on agit sans réfléchir. On pourrait par exemple tous adopter la semaine de 3 jours et demi de travail et recourir à l'automatisation pour le reste. Ou bien on pourrait avoir une autre approche et licencier la moitié des gens dont les compétences ne sont plus utiles à la société. Cette idée-là engendre beaucoup d'incertitudes et de frustration. Mais ça pourrait devenir encore bien pire. Imaginez un monde dans lequel les 5% que représente l'élite des nouvelles technologies, y compris ceux qui étudient l'informatique ici, deviendraient très très riches grâce à l'automatisation généralisée, tandis que 95% de la population mondiale serait laissée pour compte. Ce serait une catastrophe. La vague technologique qui déferle aujourd'hui pourrait donc encore laminer des millions d'emplois dans tous les secteurs.
À travers le monde, les lanceurs d'alerte se multiplient. Je suis l'ancien président du SEIU, le plus gros syndicat de services des États-Unis. Aujourd'hui, de plus en plus d'études, le McKinsey Global Institute, le Boston Consulting Group, 3 lauréats du prix Nobel, la Banque mondiale, l'Organisation internationale du travail, tous annoncent que le marché du travail va subir un véritable tsunami, une rupture sans précédent dans les 10 à 20 prochaines années. Et les gens n'y sont absolument pas préparés. D'après McKinsey, 45% des tâches effectuées aujourd'hui pourraient être supprimées et 10% supplémentaires si on a recours à l'intelligence artificielle. L'Université d'Oxford parle de 47% des emplois à cause de l'arrivée des logiciels, de l'automatisation et de la robotique. Le meilleur exemple aux États-Unis, ce sont les camions sans chauffeur. Le métier le plus répandu dans 29 États est celui de chauffeur routier. Ce sont 3,5 millions de routiers, plus 5 millions de personnes qui en dépendent. On vient de voir en Europe un camion sans chauffeur traverser le continent d'un bout à l'autre. On a aussi vu aux États-Unis un camion de livraison parcourir 160 km. Donc, d'un coup, l'emploi le plus répandu dans 29 États, et qui concerne 8,5 millions de personnes, est menacé de disparaître d'ici 10 ans. Il s'agit d'une rupture majeure pour le marché de l'emploi. Et je ne parle même pas des comptables, avocats, anesthésistes et autres traducteurs. On assiste donc à une rupture provoquée par la technologie dans d'autres domaines, alors que jusqu'à présent, c'était plutôt une crainte spécifique au milieu ouvrier. Aujourd'hui, c'est une guerre qui touche aussi les cols blancs. Nous sommes à l'heure d'un nouveau capitalisme qui démultiplie les dispositifs algorithmiques dans tous les domaines. Dans le secteur tertiaire, l'avenir appartient aux assistants virtuels, à la figure presque humaine, mais dont l'intelligence est artificielle. Bonjour, Ergo Nekichi. Bonjour Amelia. Votre adresse est bien le 17 State Street? Tout à fait. Quel est votre numéro d'appartement? Bonne question. Disons appartement 2503. Dans quel type de logement vivez-vous? Un immeuble. Amelia, je n'aime pas votre voix. Je suis navrée de l'entendre. En quoi Amelia est-elle différente? On recherche 3 compétences clés. Premièrement, sa capacité à comprendre ce que vous avez voulu dire et pas simplement à mémoriser les mots que vous avez utilisés. À travers cette capacité de compréhension, nous voulons une machine qui puisse apprendre en interagissant avec les êtres humains. Comme il s'agit d'intelligence cognitive, on veut des machines capables de comprendre la sémantique. En clair, on veut une machine capable de vous comprendre, vous. Amelia perçoit quand les clients sont satisfaits ou en colère. Navrée de l'entendre. À chaque discussion, elle analyse les émotions des clients dans un espace tridimensionnel. Elle adapte ses réponses et son attitude en conséquence. Cela lui permet d'offrir un service personnalisé à chacun des clients à travers un éventail de rôles. Elle a par exemple été formée à prendre en charge les problèmes de facturation fournisseurs pour le compte d'une compagnie pétrolière et gazière internationale. Et surtout, Amelia reste toujours disponible. Elle peut mener des milliers de conversations simultanément et rester aimable, professionnelle et à tout moment, de jour comme de nuit. Et là, c'est seulement la version 2.0. Merci. Un jour, vous serez en train de parler à un système cognitif sans même vous en rendre compte. C'est étonnant de voir à quel point les sociétés d'assurance sont motivées à l'idée de se servir d'un agent virtuel comme conseiller clientèle. Dans l'industrie bancaire, nous sommes en train de former Amelia à devenir conseillère en gestion de patrimoine pour une banque suisse. Ces grandes compagnies financières tolèrent de moins en moins l'erreur humaine. Elles exigent un comportement irréprochable, le respect des règles, la conformité, parce qu'on mesure bien l'impact potentiel qu'un comportement inadapté pourrait entraîner dans ce type de structure. Si elles sont aussi motivées, c'est parce que c'est inéluctable. On y va tout droit.
La technologie, l'automatisation, l'intelligence artificielle, ça va arriver. C'est comme si on s'était dit que la révolution industrielle n'aurait jamais lieu. Bien sûr que tout ça va arriver. Le progrès est au cœur de la nature humaine. On n'en est encore qu'au début du voyage, c'est vrai, mais il a bel et bien commencé. Imaginez, à nos débuts, nous n'étions que 7 dans un loft à Soho. Aujourd'hui, nous comptons près de 3000 employés et nous sommes présents dans une quinzaine de pays. Nous sommes en pleine expansion. Ce nouveau capitalisme numérique étend son emprise avec l'appui des grandes banques. Capital et travail se sont aimés longtemps. Aujourd'hui, ils divorcent. Même à Wall Street, les traders ont presque tous disparu. 90% des transactions se font désormais à haute fréquence grâce à des algorithmes sans aucune intervention humaine. Pour mieux comprendre ce qui se joue dans le monde avec la destruction massive d'emplois attendue chez les cols blancs, il faut se rendre en Suisse, l'une des places fortes de la finance globalisée. Les bouleversements technologiques doivent être perçus dans le contexte d'une stratégie économique néolibérale qui vise à transférer de plus en plus la création de richesses vers les rentiers, vers ceux qui possèdent du capital. Et beaucoup d'entre eux se trouvent ici, à Genève, parce que c'est là que l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'OMPI, est installée. Quand je suis arrivé ici, elle était quasi inexistante. Ce n'était qu'une toute petite structure dont on se moquait. Aujourd'hui, le plus grand centre de conférences de Genève, c'est celui de l'OMPI. Cela montre que progressivement, ils ont érigé un système dans lequel une part de plus en plus importante de la création de richesses profite à ceux qui détiennent les brevets, aux titulaires de droits d'auteur, aux détenteurs de marques, tous inscrits à l'OMPI qui leur garantit des revenus pour des années et des années. Et pendant ce temps, si vous dépendez uniquement de votre emploi, vous voyez votre salaire diminuer. Donc le système est fondamentalement corrompu. Et la technologie n'est pas la seule responsable de ce qui est en train de se passer. Elle a une part importante, mais ce n'est pas la principale cause de ce véritable cauchemar auquel on fait face. Aujourd'hui, il suffirait donc d'une bonne idée, décuplée par la puissance technologique, pour s'enrichir très vite. Ce nouvel Eldorado séduit la jeune génération, présente en nombre à l'école 42 pour relever un double défi. Créer sa start-up le temps d'un week-end et lancer de nouvelles applications grand public. Si tu fais une image juste pour... Tu peux faire juste le bloc. Et c'est plus court aussi, c'est bien aussi. Vous travaillez sur quelle idée, vous? News for You. L'intelligence artificielle va nous permettre justement de faire ressortir et d'organiser les articles de blog, de presse, etc. en fonction de vos goûts à vous, dans un ordre... Plus l'utilisateur va utiliser l'application, plus on aura d'informations sur son comportement, et donc plus les articles proposés seront pertinents par rapport à ce qui l'intéresse. Pour créer une entreprise à forte croissance, en moyenne, il faut 15 000 € d'investissement, seulement. Donc aujourd'hui, avec un peu de temps, avec un ordinateur, avec une passion et avec ces outils, on peut changer beaucoup de choses. Donc, début du XXe siècle, si vous vouliez créer, je ne sais pas, par exemple, une société de locomotives, il vous fallait des énormes buildings, des milliers de personnes, faire des rails. Aujourd'hui, on peut quasiment tout faire avec une équipe de 3 personnes. Prenez un exemple, WhatsApp a une équipe de 50 personnes et il gère plus d'1 milliard d'utilisateurs. Je ne sais plus où il l'a mis. Et en plus, vous pouvez être assis au milieu de nulle part. Tant que vous avez une connexion Internet, vous pouvez vendre tout ce que vous faites dans le monde entier. On est vraiment dans une période excitante, une période unique de notre histoire. La maîtrise de l'intelligence artificielle est devenue la principale clé de la réussite des géants du capitalisme numérique. Il fonctionne pratiquement sans ressources humaines, puisqu'il se nourrit des données que nous générons tous à chaque instant, gratuitement. Google, Amazon, Facebook et Apple sont valorisés à plus de 1 000 milliards de dollars à elles seules, mais n'emploient que 150 000 personnes à travers le monde.
Si vous considérez les 4 sociétés les plus importantes de notre pays, vous comprendrez à quel point l'économie a changé. Facebook est le plus grand média des États-Unis, mais ne produit aucun contenu. Airbnb est la plus grande entreprise hôtelière, mais ne possède aucune chambre. Uber est la plus grande entreprise de transport, mais ne possède aucun véhicule. Et Alibaba et Amazon sont les plus gros détaillants au monde sans posséder le moindre magasin. San Francisco attire les meilleurs cerveaux du monde. Ils viennent tenter de faire fortune là où salaire et stock options voient leur montant s'envoler. Giorgio Reni s'est installé ici avec les cofondateurs de Scality, une start-up française spécialisée dans le stockage massif de données numériques. C'est ici que je viens souvent, entre midi et 2, et ça permet d'avoir un petit moment de calme au milieu de toutes les interruptions, email, téléphone, SMS, qu'on a en permanence au travail. Donc Scality, nous sommes une équipe d'environ 35 personnes à San Francisco, au 25e étage, Embarcadero Center. Donc mon job aujourd'hui, ça consiste à permettre de stocker une quantité infinie de données. Et c'est la clé dans les algorithmes d'intelligence aujourd'hui. Les algorithmes sont pas forcément différents de ceux qui étaient utilisés avant, mais la façon de les connecter entre eux, la façon d'entraîner ces intelligences artificielles s'accélère et tout le monde s'en sert. Quand il fallait 10 ans pour faire une invention il y a 5 ans, maintenant il n'en faut plus qu'1 an et ça s'accélère de plus en plus. Et au final, ça pose beaucoup de questions à quoi va ressembler la société dans 10 ans quand 40 ou 50% des jobs d'aujourd'hui seront remplacés par des ordinateurs. Je pense que personne n'a les chiffres exacts et la réalité c'est que c'est ça qui fait peur. Est-ce que c'est 10% des jobs qui seront remplacés dans 5 ans? Est-ce que c'est 40% dans 10 ans? Personne n'a la réponse à ça. Et surtout, la problématique d'être dans une croissance exponentielle, c'est qu'on ne sait pas à quel point on est dans la courbe de l'exponentielle. Donc ça peut être dans 5 ans comme ça peut être dans 100 ans. Personne ne peut le prédire. Et je pense que ça fait partie de la raison pour laquelle c'est vraiment excitant, c'est que c'est vraiment un territoire inconnu. Ça, c'est quelque chose qui m'a énormément choqué quand je suis arrivé aux États-Unis et c'est vrai qu'on s'habitue et c'est assez triste. Donc c'est clair qu'en ce moment, les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Je pense que c'est pas une fatalité et si on arrive à réussir dans le travail, la prochaine question pour moi c'est comment est-ce qu'on arrive à partager ce succès. Malgré tout ce qu'on entend au sujet de l'économie high-tech, à savoir que les employés du secteur s'en sortent très bien, que les ingénieurs gagnent des fortunes, que les introductions en bourse engendrent des milliardaires un peu partout, une famille sur 3 qui habite dans cette région ne gagne plus assez pour survivre. Les loyers sont en train de tellement dépasser les salaires que les familles tombent dans la précarité. Elles n'arrivent plus à trouver de logement ou bien elles se font expulser du leur. Et les gens se retrouvent à vivre dans leur voiture ou dans la rue. You all set, sir? Hey, I can help you over here. Can I help you over here? How you doing? Good, how are you? Good, thank you. $62, what happened? $18? It's $66.85. $66.85. Yes, sir. 66. One piece of bread. One of these, that cost $66. I know. These 4 items, yeah. $27.45. I just want to see the prices of everything because I think everything is wrong. $50 for soup? That's a Oh, no. There's a special today. It's poverty line prices. Everything is 5 times its normal cost. Excuse me? Everything is 5 times more? Voilà ce que ressentent chaque jour, dans tous les magasins, les familles de la baie de San Francisco, qui vivent avec moins de 24 300 $ par an. Tout vous semblerait cher à vous aussi, si vous viviez en dessous du seuil de pauvreté. La précarisation de l'emploi affecte une partie croissante de la classe moyenne.
Aujourd'hui, près de 47 millions d'Américains vivent en dessous du seuil de pauvreté, soit près d'une personne sur 6. Je pense que notre plus grand défi, c'est de faire comprendre que l'innovation technologique n'entraîne pas forcément l'accroissement des inégalités et l'appauvrissement des gens. Absolument pas. Ce n'est pas une fatalité. Pour ça, il faudrait imposer des règles à des sociétés qui n'en veulent plus, imposer le partage des bénéfices, inclure dans nos discussions des gens auxquels on ne parlerait pas en temps normal. Mais ça fait partie du boulot de ceux qui nous gouvernent, ça fait partie de la vie publique, et c'est cette vision que nous devons défendre. Et si finalement tout cela était une chance? L'occasion d'inventer un nouveau monde. Bonjour Raphaël Liogier. Bonjour. Votre dernier ouvrage qui vient tout juste de paraître s'intitule « Sans emploi ». Les robots vont nous permettre d'être dérobotisés et d'être plus créatifs. C'est ce que vous écrivez. Exactement, c'est-à-dire que la richesse, c'est la richesse qu'on produit. Et l'emploi, ça nous sert à produire de la richesse. C'est pas elle, la richesse, c'est pas l'emploi, la richesse. Si on n'accompagne pas cette grande transformation, effectivement, ça peut mal se passer. Et pour l'instant, c'est en train de mal se passer. Mais si on l'accompagne, ça veut dire qu'on va passer du mythe du plein emploi, du mythe inatteignable du plein emploi, à la pleine activité, qui là n'est pas un mythe. Est-ce qu'au final, vous pensez que la robotisation peut finalement nous libérer de l'esclavage du travail? Oui, parce que tout ce qui est automatique et même ce qui pourrait être fait par un robot, eh bien, ne pourra plus être fait par l'humain, mais l'humain va faire autre chose. Il va faire des choix qui sont des choix créatifs. Et ça, les robots ne peuvent pas le faire. Merci beaucoup, Raphaël Liogier. Merci. Moi, je pense que c'est très très bien qu'il y ait des robots dans les usines, à condition que l'on développe des moyens d'investissement très importants qui servent à développer de nouvelles formes de savoir chez les gens et pour produire de nouvelles formes d'activités qui ne sont plus des activités simplement de consommation, qui sont plus simplement des activités de production, mais qui sont des activités sociales. La vraie question, c'est de repenser la totalité de la production industrielle selon un nouveau modèle, et qui est un modèle de partage du savoir et du coup des ressources, qui évidemment repose sur, par exemple, l'allocation de ressources universelles pour tout le monde, la redistribution des gains de l'automatisation pour que les gens puissent développer des savoirs et que ces formes de savoir nouvelles produisent de nouvelles formes de société et que ces nouvelles formes de société produisent de nouvelles formes de soutenabilité, de durabilité. Alexis Lecointe était ingénieur. Après un burn-out, il a tout quitté et s'est emparé de ces questions dans un spectacle itinérant, bien avant que le débat politique ne décide de s'y intéresser. Troubadour d'un nouveau genre, il milite pour la création d'un revenu de base, c'est-à-dire donner à chacun tout au long de sa vie une allocation mensuelle d'un montant suffisant pour vivre, accordé comme un droit, que l'on travaille ou pas. On va faire un filage, mais malgré tous les filages du monde, sur 3h30 de spectacle jamais révisé, je vais oublier plein de choses. Et peut-être vous aussi d'ailleurs. Je donne la définition du revenu de base, je lis la petite carte, un revenu de base et blablabla. Donc moi je dis inconditionnel, ça veut dire il n'y a plus besoin de la mascarade Pôle emploi. Tous les mois, je dis oui, je suis en recherche active d'un emploi, comme si j'avais le temps de trouver un emploi de merde alors que je travaille comme un ouf. Il faut s'insérer dans l'emploi. Facile à dire quand on en a. Est-ce qu'on peut bouger ce micro là pendant qu'on délire? J'ai 34 ans et je suis retraité. Et je présente ma conférence gesticulée, travail libre, revenu de base et autres révolutions. Et même si dans les statistiques officielles, je suis en dessous du seuil d'extrême pauvreté, moi je me considère, même si j'ai pas beaucoup de monnaie, comme extrêmement riche d'un tas de choses. Ça veut dire que j'ai un réseau autour de moi de gens qui m'aident et qui me soutiennent pour que cette conf soit possible.
Pour moi, c'est une excuse, les revenus de base. C'est une porte d'entrée pour parler de comment vivre ensemble, pour parler de nos rêves, pour parler de nos colères et pour créer des choses ensemble qui nous donnent de la force, quoi. Si l'idée, c'est de faire des revenus de base et des choses comme ça pour avoir la paix sociale et qu'on continue à avoir des esclaves mais qui ferment leur gueule, ben ces revenus de base, évidemment, ne m'intéressent pas du tout, c'est mes adversaires politiques. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de propositions qui sont, en gros, c'est « Ok, on va vous donner un tout petit peu plus de miettes du gâteau que vous avez produit vous-même et qu'on mange nous. » Donc évidemment, moi, les propositions de revenus de base qui m'intéressent, c'est de dire, bah, en fait, vont manger du gâteau celles et ceux qui en ont préparé et on va faire des parts équitables. Là, ça serait génial de tester ça pour la première fois. Ah, travail. Qu'est-ce que c'est le travail? On produit quelque chose. On produit quelque chose, donc c'est un travail, ok, il y a une production. C'est fatigant. Le travail, c'est fatigant, ok. Est-ce que là, devant vous, je suis en train de travailler? Oui, non, rire. Est-ce que tu es payé? Est-ce que je suis payé? Oui, il y a une participation consciente, je crois, à la fin. Donc oui, le travail, c'est tout effort conscient réalisé dans le but de produire quelque chose, comme par exemple une conche gesticulée ou des poireaux, dans le but d'apprendre quelque chose, comme par exemple en allant à l'école, ou dans le but de rendre service à quelqu'un, comme par exemple en faisant la cuisine pour sa famille. Donc vous voyez que j'ai une définition très large du travail. Le travail, c'est ce truc immense dont nous ne manquerons jamais. Du travail, nous en avons toutes et tous, et nous sommes toutes et tous en train de travailler ici et maintenant. Et à l'intérieur de cette immense bulle, il y a une toute petite bulle, tout à fait différente, qui s'appelle l'emploi. Et l'emploi, c'est pas le travail, et le travail, c'est pas l'emploi. Le revenu de base, ça doit nous permettre de réellement faire de vrais choix de vie. Par exemple, de vie en dehors de l'emploi. La deuxième chose, c'est l'égalité. Les inégalités, ça amène la violence. Donc si on veut un monde de paix, il faut réduire les inégalités. Il faut donc aller vers l'égalité. Si nous avions un revenu de base, vous verriez qu'on se détournerait de l'emploi au bénéfice du temps consacré à la solidarité, au bénévolat, au travail en commun, au développement de toutes nos capacités, avec un sentiment de meilleure maîtrise de notre temps. Les travailleurs les plus précaires n'auraient plus besoin de passer 60 heures par semaine pour toucher un salaire de misère, ce qui est le cas aujourd'hui. Pour moi, la situation est tout à fait paradoxale. D'un côté, il y a ceux qui disent que les robots vont remplacer des millions de personnes, et de l'autre, il y a ceux qui critiquent le revenu de base parce qu'il amènerait les gens à travailler moins. Mais si on a moins d'emplois à proposer, ce serait plutôt une bonne chose. Si vous demandez aux gens, voulez-vous une vie meilleure? Et si vous aviez un revenu de base, arrêteriez-vous de travailler? Ils répondraient oui à la première question et non à la seconde. En d'autres termes, nous, c'est-à-dire 98% des gens, aspirons à une vie meilleure. Et le fait de percevoir un revenu de base n'entraverait pas cette motivation. Depuis début 2017, des revenus de base sont en cours d'expérimentation en Europe, par exemple en Finlande et aux Pays-Bas, alors que l'idée émerge seulement en France. Did everyone... Okay, then we start with the first report on civil law rules on robotics. Compromise 1 in favor. L'enjeu du jour au Parlement européen, parvenir à faire adopter une résolution sur la robotique qui fixe enfin des limites au tsunami numérique. Pour Madi Delvaux, qui préside la commission des affaires juridiques, l'urgence est d'anticiper dès aujourd'hui la société que nous voulons pour demain. Adopted. I don't want to congratulate myself, but I would thank all the people who helped to make this possible. Thank you very much. Moi, je ne dis pas qu'il faut introduire maintenant un revenu universel. Ce que je demande, c'est qu'on débatte calmement des possibilités, comment organiser ça, qu'est-ce que cela implique, comment est-ce qu'on peut l'organiser. Je persiste à penser que la technologie doit être au service des humains, et quand je dis les humains, ce ne sont pas seulement 1% de la population. Les gens acceptent que ça aille mal s'ils ont au moins la perspective que pour leurs enfants, ça ira mieux. Mais si on enlève aussi cette perspective, alors moi j'ai peur qu'on soit
près d'une... enfin, je ne veux pas dramatiser, mais quand même, de révolte et de révolution. Il faut s'occuper de ces questions et ne pas dire on va continuer comme jusqu'ici. Pour tenter de combler cette fracture, Jérôme Choin a décidé de créer une université populaire du numérique, une association ouverte à tous. Est-ce que c'est assez connu de tout le monde, le clic et le double clic? Alors, j'ai fait des petits exercices pour qu'on puisse s'entraîner. Est-ce que ça vous dit quelque chose, hein, glisser-déposer? On va cliquer en laissant appuyer, on va bouger et lâcher dans cette zone-là. Tu sais où est le verrouillage et le majuscule momentané? Non. Je démissionne. Globalement, sur la population, il y a une culture qui n'est pas là. Et comme moi, ma conviction, c'est que c'est certainement pas, ça viendra certainement pas d'en haut. Je pense qu'il faut que ça vienne d'en bas, quoi. Donc il faut qu'on s'y mette tous. Et aussi petit que soit ce qu'on est en train de faire, on fait quelque chose, quoi. On y va sans prétention, mais on y va. Voilà, c'est ça l'idée. Une machine, c'est donc quelque chose qui obéit à nos ordres. Et le clavier et la souris, c'est donc des périphériques qui nous permettent de, justement, pouvoir passer ces commandes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le forum ou par mail. Hein. Oui. Navigateur, tout ce qui est en hic, informatique, connectique, acrobatique. Oui, ça évolue vite. Pour moi, un citoyen qui ne sait pas lire, c'est un citoyen de seconde zone. C'est quelqu'un qui n'est pas quelqu'un de libre. Pour moi, libérer quelqu'un, c'est quelqu'un qui est en possession de ses moyens dans une société qui a certains usages. Le numérique, ça implique aujourd'hui quand même certaines choses. Si on parle purement de l'outil technologique, il est ultra puissant. Et c'est vrai que je ne vois pas comment il ne pourrait pas s'imposer toujours plus. Mais justement, il est d'autant plus important de bien le connaître et puis de s'asseoir tous ensemble et de dire on va s'en servir, pourquoi? C'est l'objectif qui compte. Pour moi, c'est du travail au sens où ça participe de l'amélioration du commun, de l'intérêt général. Donc, dans ma vision des choses, tout à fait personnelle, c'est du travail, oui. Ce n'est pas un emploi, ce n'est pas rémunéré, mais il me semble que pour la société, c'est du travail. On produit de la valeur, pas forcément monétaire, pas forcément financière, mais on fait avancer la société, donc on participe à un projet global qui fait qu'il me semble que c'est utile. Et c'est pas mal d'être utile. Mais pour joindre les deux bouts, Jérôme doit parfois reprendre son métier d'ingénieur lors de missions de consultant. Donc le bénévolat, c'est bien, mais c'est valorisant, c'est chouette, on est content de le faire, mais voilà, on ne peut pas non plus ne vivre que de ça. Le revenu de base me semble beaucoup moins utopique que la folie de parler encore de plein emploi aujourd'hui dans les sociétés occidentales, où même les cols blancs auront bientôt bien du souci à se faire, manifestement. Ça pose la question de base, qui est comment on répartit les richesses, qui est-ce qui mérite d'avoir des revenus, pourquoi, est-ce que c'est parce qu'on fait tant d'heures dans une usine ou devant un écran, ou est-ce que c'est parce qu'on possède des choses qui génèrent automatiquement de l'argent, ou alors qu'il y en ait certains qui aient un peu plus, pourquoi pas. Mais enfin, si on ne s'assure pas qu'en bas, tout le monde ait le minimum, ça me semble d'une immaturité effroyable, quoi. Alors, n'aurions-nous pas tous intérêt à partager de manière plus équitable la richesse créée par les machines? C'est sans doute la question la plus essentielle à laquelle nous faisons déjà face aujourd'hui.